principe, c'est action. Donc, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour une petite visio par rapport à la récupération et au sommeil. D'accord? Donc, c'est toujours le même principe. Je vais beaucoup parler. Vous savez que quand il y a des sujets qui m'intéressent, je parle beaucoup. Mais il faut surtout bien m'arrêter et l'objectif, c'est qu'il y ait des échanges. D'accord? Donc, moi, je vais un peu vous partager ce que moi je connais par rapport à la récupération, par rapport au sommeil, ce qui est prouvé scientifiquement aussi, parce que c'est important. Il y a le côté à la fois ce qu'on peut appeler des règles. Ça veut dire que on a un fonctionnement interne qui est là. Et après, il y a aussi nos habitudes. D'accord? Ça veut dire qu'il y en a qui vont me dire que, on en parlait un peu G la dernière fois, mais certains vont dire que dormir 5-6 heures, c'est suffisant. Donc moi, je ne peux pas l'enlever si on ressent ça. Mais après, il y a des règles internes qui sont intéressantes aussi, je pense, à recevoir. Donc par rapport à tout ça, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va parler d'abord un peu de récupération, notamment par rapport à l'entraînement. Je vais vous poser 2-3 petites questions. Ça sera peut-être assez succinct. Et après, on viendra un peu plus sur le sommeil. Et même chose, en gros, le débat commencera par m'expliquer un peu comment vous dormez. Je vous je vous poserai 2-3 petites questions et on essaiera de savoir un peu ça. OK? Donc, ce qu'on va simplement faire, c'est ce que je fais habituellement. Moi, je vous coupe tous les micros et après, je vous l'activerai une fois de temps en temps. Comme ça, au moins, quand il y a des questions, ben, vous savez que j'interroge une personne et ça sera plus simple. OK? Donc, on va attaquer tout de suite en fait par rapport à des questions sur la récupération. Donc, Rachel, est-ce que toi, tu aurais des questions à me poser par rapport à la récupération, notamment par rapport à une pratique sportive? Aucune, parce qu'avec toi, je m'attends à tout dans le terme récupération. Parce que moi, je vois la récupération, prendre des produits, enfin pas des produits, des boissons Ouais. Donc là, moi, quand détoxifiantes. je parle de récupération, c'est en gros, si vous avez des questions sur, par exemple, combien de fois faut s'entraîner dans la semaine et combien de fois faut récupérer, est-ce que c'est important d'avoir des jours de récupération? Est-ce qu'on peut tout enchaîner? Est-ce qu'on peut faire toute une semaine sans avoir de récupération? Voilà, je ne parle pas d'aspect nutritif parce que c'est vrai que dans la récupération, on peut parler de nutrition, mais on a déjà fait un petit colloque là-dessus et je ne veux pas non plus surinonder, en sachant que tout est lié. Vous allez voir que là, par rapport au sommeil, ce que je vais vous parler tout à l'heure, bah, il y a des choses qui vont se retranscrire de ce qu'on a vu hier avec Mathieu sur l'aspect neurologique, l'aspect cérébral. Donc toi, plus par rapport à la récupération, est-ce que tu te poses des questions à te dire, est-ce que je dois m'entraîner 2 jours de suite? Est-ce que, voilà, des choses comme ça? Non, Non? Ok. non, je ne pose pas la question. Pas de souci. Comme ça, au Peut-être je moins, devrais, mais non, non, mais comme ça, là, je fais un petit tour de tout le monde et après, moi, j'y répondrai par rapport à ça. J'ai, hop, vas-y, Bah, dis-moi. ouais, pas forcément de questions par rapport à l'entraînement, comme on en avait parlé la dernière fois, Ouais, la fréquence d'entraînement. Donc ça, tu avais déjà répondu sur le fait de pas forcément tout faire d'un coup, mais de lisser un peu sur la semaine. Et ça ouais, répond à mes d'accord. questions. Ok, cool. Alex, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? C'est pas forcément de question parce que moi je le fais beaucoup au feeling sur déjà les nombres d'entraînement et après comment je vais récupérer et après c'est un feeling que je ressens sur la façon dont je m'entraîne aussi. Euh, D'accord? il y a des fois où l'intensité, alors selon ce que tu demandes, enfin ce que vous demandez au niveau du coaching, euh, il y a des fois je vais être éclaté, je vais pas pouvoir envoyer, et vous le ressentez assez bien, du coup vous poussez pas derrière, donc c'est plutôt un feeling. Je me suis jamais trop posé de questions par rapport à ça. Par contre, voilà, si je sens vraiment que je suis trop fatigué, que ça va un peu trop puiser dans mes réserves, là du coup, ouais, des fois je vais peut-être pas y aller. Ok, d'accord, Ou en tout cas m'entraîner différemment. parfait. Babette, Eric, est-ce que vous avez des questions par rapport à la récupération plus au niveau entraînement?
Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est… mais je me suis aperçue plusieurs fois qu'après un entraînement, j'arrive pas à trouver le sommeil le soir. Ok. Bah Comme si ça, j'étais super excitée ou… Voilà. ça, tu vas voir ça, j'en parlerai, on va dire, dans les différents points que je me suis annoté par rapport au sommeil. D'accord? Mais ça, Ok. c'est une très, très bonne question. Hop, et on passe à Sarah. Salut. Salut. Moi, justement, c'était un petit peu dans le même style que Babette, parce que du coup, par rapport à la récupération, savoir si selon en fait la différence de l'entraînement, de l'intensité de la session, est-ce qu'on ne doit pas avoir la même récupération? Ok. C'est-à-dire quand on rentre chez nous, si on a fait un max effort, est-ce que la récup doit être la même finalement que si on avait fait un effort plutôt lent? Ou pas? Parce que c'est vrai que moi, pareil, je le ressens énormément sur le sommeil, qui est complètement différent selon mon ressenti de la séance. Ok. Donc, ouais, Bah, ouais, ça, pareil, j'y viendrai avec le sommet. D'accord? ouais, pas de Ce que je souci. vais juste faire, vous allez me dire, je vais le garder même Sarah, comme ça c'est toi qui me diras. Je Ouais. vais essayer de faire un petit partage d'écran. Hop, est-ce que là vous voyez mon écran? Un écran blanc. Oui, Parfait, très bien. Donc, je ne suis pas un super dessinateur, mais je vais essayer de vous dessiner des choses. D'accord? Donc, en gros, là, je vais faire une sorte de petit tableau, d'accord, de petit graphe. OK? C'est magnifique ce que je suis en train de faire. Donc, tu te débrouilles bien. merci. Ça, c'est le temps, d'accord? Donc, on va dire c'est des journées qu'on peut avoir, d'accord? Hop, je vais le faire comme ça. Et là, ça va être, on va dire, notre énergie. OK? Donc, en fait, ce qui va se passer, on va partir de notre énergie qui est à peu près ici. Je vous reprendrai tous, hein, pour l'instant, je fais juste comme ça pour que vous puissiez voir. Quand on va avoir une phase d'entraînement, donc on va dire que ça, c'est notre entraînement. D'accord? Donc, je mets par exemple notre jour 1 d'entraînement. On va avoir une chute en termes d'énergie. D'accord? Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une phase R de récupération, d'accord, qui, elle, va réaugmenter, nous faire réaugmenter notre énergie. Ensuite, on va avoir de nouveau une chute qui va être notre entraînement 2 et ainsi de suite. D'accord? Donc, par rapport à ça, en fait, vous allez tout comprendre. Hop, donc, pardon. Ça redescend. Et ensuite, on va dire que ça remonte comme ça. D'accord? Donc ça, en fait, ça explique très facilement le besoin de récupérer avec nos séances. D'accord? Je vais rester là-dedans et hop, je vais juste arriver à vous mettre un peu, juste, hop, voilà, comme ça, je vous ai tous en petites vignettes. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle notre besoin de compensation et de surcompensation. Ça veut dire que si dans votre manière de vous entraîner, vous perdez plus en énergie que vous récupérez par vos jours de récup ou par un bon sommeil, ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas être au bout de 3 entraînements, mais ça peut être au bout de 1 mois, voire 2 mois, voire 6 mois, voire 8 mois, qu'il va y avoir des dérèglements. Et c'est pour ça que moi, les personnes qui s'entraînent à la salle et qui commencent juste, je les mets tout de suite bien en garde par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui s'entraîne jamais, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il ne s'est jamais entraîné, il peut très bien pendant 3 semaines, pendant 1 mois, s'entraîner 5 fois par jour. Il n'y aura pas, ou en tout cas, ça ne sera peut-être pas à ce moment-là qu'il y aura des grosses problématiques. Parce que notre énergie, que j'ai dessinée ici, va encore rester un peu dans des limites acceptables. Parce que chaque personne dort quand même si c'est un sommeil qui n'est pas forcément bon. Chaque personne ne s'entraîne pas toute la journée. Donc, en fait, on est tout le temps un peu à la limite. D'accord? C'est pour ça que tout de suite, moi, je vous mets
en indication et en contre-indication le fait que certains aient besoin d'1 semaine, 2 semaines de couper. Ça, ce n'est pas normal. Si vous avez un moment, un besoin de couper 1 semaine, il faut vous référer à ce graphe et vous dire que votre logique d'entraînement et votre logique de récupération n'est pas la bonne. Donc, ça peut ne pas être la bonne pour plusieurs facteurs. La première, on en parlait avec Alex, votre gestion d'entraînement. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous entraînez, là, vous voyez le 1, vous voyez le 2, vous voyez le 3, si vous créez des efforts qui sont traumatisants à souhait pour votre organisme, ça veut dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous allez bien plus descendre que augmenter. Descendre, augmenter. Descendre, augmenter. Ce qui fait que si vous regardez l'instant 0 et votre instant 1 mois, ben ce qui se passe, c'est qu'au bout d'1 mois, on a moins d'énergie qu'on l'avait à l'instant 0. D'accord? Et ça, c'est vraiment super important parce que si ça, on l'oublie un peu, hop, j'ai ma gomme magique. Si ça, on l'oublie, ben en fait, on va juste avoir l'impression de se dire « Non, mais c'est normal, j'en demande beaucoup à mon corps, c'est logique que je sois fatigué, il a besoin des fois de couper complètement. » Ça, c'est archi faux. Notre corps, il n'a pas besoin de couper, on va dire, 1 fois toutes les 6 semaines pendant 1 semaine. D'accord? Je reviens et je vous en parlerai avec le sommeil. Nous sommes issus de l'évolution des espèces. L'être humain a toujours bougé. D'accord? Il a bougé pour trouver de quoi manger. Il a bougé pour trouver de quoi se nourrir. Et il a bougé, et c'était un euphémisme que je disais juste avant, pour ne pas mourir. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a toujours été dans le fait de bouger. Sauf que le problème actuellement, c'est qu'on bouge dans notre manière de travailler, de manière professionnelle. On bouge même dans notre côté personnel parce que maintenant, on a créé l'activité physique comme une passion. Alors que dans l'évolution de notre espèce, ceux qui bougeaient énormément pour aller se chercher de la nourriture, pour fuir les animaux qui pouvaient nous tuer, ben, avaient des grosses phases de non-action, en fait. Ça veut dire qu'eux, ils faisaient ça en termes de perte énergétique parce qu'il fallait chasser, il fallait fuir, il fallait construire des habitats. Et durant toute la journée, ben, ils ne foutaient rien, en fait. D'accord? Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est que j'ai lu énormément de bouquins par rapport à ça. Il y en a un qui en parle beaucoup, c'est le bouquin Homo sapiens. D'accord? Il a vraiment fait un résumé sur ça avec beaucoup d'études scientifiques là-dessus, où en fait, on se rend compte que l'être humain, il y a 80 000 ans, 100 000 ans, avait des phases d'action qui étaient très courtes, mais très intenses. Et par contre, ils avaient des phases de récupération qui étaient énormes. Si on regarde les animaux autour de nous, c'est tout à fait le même cas. Les prédateurs ont des phases d'action très rapides, mais par contre, ben, ils vont se dorer la pilule pendant les 3/4 de la journée. Donc, eux, ils l'ont compris ça. Nous, on ne l'a pas compris, c'est qu'on ne connaît pas, et c'est ce que je dis, et c'est le principal problème d'une personne qui s'inscrit à 100% CrossFit, c'est qu'on n'a pas la connaissance de notre personne. Ça veut dire que trop souvent, on se dit « Putain, aujourd'hui, je me sens chaud, je suis… » Donc, comme on se sent motivé, ben, la motivation, on a l'impression que elle est égale à notre besoin physique. Alors que des fois, ce n'est pas du tout le cas. D'accord? Par exemple, on prend aujourd'hui, par rapport à ce matin, cet après-midi, il a fait très beau. Ben, ça veut dire que ça donne l'envie à des gens de vouloir bouger. Mais peut-être que physiquement, on n'en a peut-être pas le besoin. Peut-être que notre physique, il nous dit juste là, ferme-la et laisse-moi tranquille.
Donc, c'est là où, en fait, il faut faire très attention entre ces phases d'entraînement et ces phases de récupération. Donc, dans ces phases d'entraînement et dans ces phases de récupération, je termine avec ça et je vous poserai des questions si vous en avez. Il va être important de pouvoir mesurer notre échelle d'intensité. Et ça, c'est l'échelle de Borg que je vous amène assez souvent. D'accord? Je reprends un partage. Sarah, je te garde. Tu vas me dire si tu le trouves. Tac. Donc ça, je l'arrête. Je vous demande juste 2 petites secondes. Hop. Avec l'oreillette. Tac. Je retrouve juste mon échelle. Là, ici. Voilà. Partage. Hop. Je commence à être le roi de Zoom. C'est bon, tu vois, Sarah? Oui, oui, très bien. Parfait. Donc maintenant, si je regarde par rapport à cette notion, dans votre semaine, si vous avez que des efforts 8, 9, 10, ce qui va se passer, c'est que votre perte d'énergie va être plus importante que votre gain d'énergie. J'en parlerai tout à l'heure avec le sommeil. D'autant plus si votre sommeil, il n'est pas volumineux, il n'est pas qualitatif et il ne se fait pas sur une durée. Donc, ça veut dire que ces gens-là, au fur et à mesure de s'entraîner, ils vont perdre de la motivation, ils vont créer de l'anxiété, ils vont créer même des phases dépressives parce qu'en fait, on va avoir de moins en moins d'énergie. Et on va se demander comment ça se fait. Parce qu'on est des personnes qui faisons du sport et on ne comprend pas pourquoi plus on fait du sport, plus on est fatigué. Donc ça, c'est assez logique. Mais moi, c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde et à qui veut l'entendre. Le sport n'est pas quelque chose de positif. Ce qui est positif, c'est la manière dont vous allez le faire. Donc, il est encore plus important, et c'est ce que je vous ai dit, le lien entre tous, c'est ce que je te disais, Rachel, tout à l'heure, le lien avec la conférence que j'ai donnée sur l'alimentation, oui, mais aussi sur l'entraînement, j'ai été là, où il faut être dans toute cette échelle quand vous vous entraînez. Donc, moi, je simplifie ça en vous disant que dans votre semaine, nous, en tant que coach, on va avoir des entraînements qui vont se situer sur tout ça, mais vous devez l'avoir également. Ça veut dire que si dans votre journée, et il faut se connaître, d'accord, vous avez eu la sensation d'être très peu sollicité, c'est peut-être le jour où il va falloir peut-être solliciter de manière importante. Mais je reprends ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut se connaître. Ça veut dire que 90% des gens, si je leur demande s'ils ont eu un stress mental ou un stress physique, c'est quoi la différence? C'est qu'en fait, il va être très difficile à pouvoir cibler cette différence-là. Et c'est là où, souvent, on reste dans ce que l'on est. On en a bien assez discuté, Rachel. Ça veut dire que des gens qui, dans leur entraînement, sont toujours dans de la haute intensité, de toute manière, ils ne s'en sortiront pas si derrière, ils ne se forcent pas à réduire ça et à comprendre pourquoi il faut aller dans ça. Parce que le problème, et moi je suis bien placé pour parler de ça, c'est que moi, il m'a fallu un burn-out pour apprendre à contrôler en gros mon corps, à apprendre à qui j'étais, à apprendre à savoir quelle intensité je devais mettre et quelle intensité mon corps avait besoin et arriver à vous retranscrire autant de choses autour de la santé. D'accord? Pour moi, c'est pas bénin que j'insiste autant sur ces choses-là, c'est parce que moi-même, je l'ai ressenti. Donc, la première des choses par rapport à votre récupération, c'est vraiment d'avoir la capacité, si je reprends mon partage avec mon petit tableau blanc, c'est est-ce que vous avez la capacité dans vos entraînements de vous dire qu'il se passe tout le temps ça.
Mince. Entraînement, récup. Entraînement, récup. Entraînement, récup. Entraînement, récup. Entraînement, récup. Entraînement, récup. Et c'est ça, en fait. Ça, c'est la santé. Donc, si ça, on ne l'a pas, on ne peut pas dire qu'on influe sur la santé. D'accord? Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose que si vous arrivez, là, vous 5, à vous le mettre en tête, même vous 6, parce que du coup, Babette est avec Eric, mais je peux vous assurer que vous allez avoir besoin de moins en moins de moi. Et ça, c'est ce que j'ai besoin, en fait. Moi, je le dis et je n'ai pas de mal à le dire, c'est que le jour où je ne vous sers plus à rien, je suis content. Parce que ça veut dire que tout le monde se connaît, tout le monde est capable de préparer, de programmer des séances adaptées à soi et logiques dans le temps. Mais le problème, c'est que ça va prendre encore des millénaires. Et d'autant plus par rapport à où la société veut nous faire amener. Donc, c'est pour ça que ce que je dis assez souvent, c'est que je n'ai pas trop de peur pour mon emploi. Mais en tout cas, ce que je veux vraiment amener, ce n'est pas le fait d'être dépendant de moi. Je veux qu'on devienne indépendant de Jonathan Colomber. Mais le problème, c'est que je m'en rends compte actuellement dans les entraînements, par exemple, que je propose. Et c'est pour ça que j'ai vraiment vivement conseillé aux gens de suivre la programmation que je fais et de ne pas les piocher de partout, parce que les gens restent dans ce qu'ils savent faire et dans ce qu'ils aiment. J'ai une personne qui m'a contacté en me disant « Ouais, ben, je fais mes propres entraînements. » Je lui ai dit « Mais fais ce que tu veux. » Mais quand je lui demande les entraînements qu'il fait, c'est que des entraînements de 40 minutes où il n'y a que du cardio, où il y a zéro mobilité, où il y a zéro souplesse, où il y a zéro entraînement très court, mais un peu plus intense. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de logique. Donc, c'est pour ça que moi, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Je vais stopper le partage et je vais faire un petit tour parce que déjà, j'ai apporté pas mal de petites choses. Rachel. Bah oui, du coup, j'étais un peu hors sujet parce que moi, dans la récupération, je voyais vraiment voilà, mettre ses muscles au repos, mais pas de cette manière-là. Oui, bah en fait, oui, moi, je suis un peu comme Alex, c'est un peu au feeling. Donc, bon, j'ai pas des journées très fatigantes physiquement puisque je suis à l'ordi toute la journée. Comment dire voilà, j'ai pas de sommeil, j'ai pas de problème de sommeil. Ouais. Donc, du coup, je pense que la récupération, du coup, à ce moment-là, je sais me reposer. Moi, je sais me reposer. Ok. Par rapport à ce que je viens d'expliquer un peu, est-ce que sur ça, tu as des questions? Non. Non? Non, ok. ça va. Parfait. Alex? Pas vraiment de questions. Ça répond à ce que je ne fais pas ou pas assez. Ou sur une semaine d'entraînement, si je m'entraîne, allez, peu importe le nombre, mais en moyenne 3 fois, ben, à la fin de ma semaine, je ne sais pas que je vais être content d'avoir le week-end et de ne pas m'entraîner ou de m'entraîner différemment sur de la mobilité ou autre chose, mais presque, parce que du coup, vraiment, je sens que j'ai besoin de cette récup malgré que j'essaye d'adapter mes entraînements. D'accord. Donc, ça répond à ma question, en fait, je ne comprenais pas pourquoi des fois j'avais des plus grosses fatigues. Alors, je le comprenais, mais je me le disais pas, en fait. Ouais. Je ne voulais pas me l'avouer. Bah, c'est là où, après, c'est ce qu'on discutait avec Céline aussi, c'est d'avoir la capacité, et là, attention, moi, je parle d'optimisation, d'accord? Après, il faut prendre en considération que vous avez un boulot, vous avez une famille, donc on ne peut pas tout le temps se dire je vais m'entraîner 2 fois de suite, prendre un jour de récup, me rentraîner 2 fois, prendre 2 jours. Donc ça, je le conçois. Mais je veux juste que de manière optimale, on puisse se dire ben, ok, c'est peut-être vers ça que j'ai besoin de tendre. D'accord? Donc c'est là où après, ben, tout peut se corriger en fait. Moi, ce que je vous ai dessiné, c'est un fil conducteur. Si tu sens qu'un week-end, tu as vraiment besoin de couper, ben, la semaine d'après, il faudra peut-être la voir d'une autre manière. Voilà, c'est ces choses-là. D'accord? Ouais, ok. Cool. Babette, Eric? Nous, moi perso, j'ai pas forcément de questions. Ouais. Je fais ce que tu nous dis de faire, basta. Très bien. Mais je sais que je peux pas faire bien. Je pensais qu'à la retraite, je pourrais faire 3 séances par semaine. Ouais. Ça, je pense que c'est pas encore possible. Ouais.
tout le temps. C'est pas possible par rapport à ton emploi du temps ou par rapport Non, non, à- par rapport à ma fatigue. Ok, d'accord. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut arriver à faire, c'est petit à petit, peut-être, salut Céline, peut-être petit à petit, à se dire, ben, je vais venir, mais mon objectif, c'est bouger. Mais mon objectif, c'est pas finir en me disant, Pouah, c'était entre guillemets abominable dans le sens, je suis content que ça soit terminé. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc, c'est là où ça peut être intéressant parce que derrière, ça peut amener ben, peut-être une troisième journée, un troisième entraînement où ben, ça t'apportera des choses positives et peut-être des choses différentes de ce que tu peux faire dans le quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si tu nous demandes quelque chose pendant la séance, Ben, on ne peut pas faire autrement. Eh bien si, bien sûr si. C'est pour ça que moi, ce que je vous dis et ce que je vous ai tout le temps dit, c'est que ce que nous, on vous apporte, c'est un fil conducteur. Ça veut dire que moi, peut-être qu'un jour, l'intensité d'un entraînement va devoir être 9, donc très, très difficile, mais peut-être que ton besoin sur ce jour-là ne sera pas là. Imagine-toi, par exemple, quelqu'un qui débute, qui attaque un entraînement où moi, la sensation de fatigue, donc la RPE, je mets 9. Ben, cette personne, je ne vais pas lui dire d'aller dans du 9 alors que c'est sa première séance. Tu vois ce que je veux dire? Même chose pour quelqu'un qui n'a jamais fait, par exemple, un travail avec charge et qui, au final, si moi je demande de travailler avec de la charge, je ne vais pas lui dire, ben si, l'objectif de la séance, c'est de la charge, donc il va falloir que tu mettes de la charge. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, c'est là où ça peut être intéressant de se dire, ben, OK, et que nous, on soit au courant aussi. Mais par exemple, tu vas peut-être faire 2 jours de suite. Ben, la deuxième journée, tu vas voir le coach qui prend la séance et lui dire, ben, aujourd'hui, moi, c'est ma deuxième journée. Donc, dans mon équilibre, là, je vais être très bas en intensité. D'accord? Et c'est là où nous, ben, on va aller dans ce sens-là, tu vois? Comme je te l'ai dit un jour, des soucis de sommeil au milieu, donc voilà. Complètement. Et c'est là où c'est important. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Complètement. C'est pour ça que c'est là où c'est important aussi de pouvoir ben, jouer sur tous les leviers. Et c'est ce qui fait que c'est super difficile. Et c'est ce qui fait que personne n'aura la recette magique. Parce que les leviers, il y en a tellement que ça prend toute une vie à arriver à les bouger, en fait. Rico, tu as des questions? Non? Babette, tu m'entends? Oui? Est-ce qu'Eric, il a des questions? Non, c'est bon. Non, c'est bon? Allez, Oui. super. Parfait. Ah oui. Bon, c'est bon. Sarah? Non. Non, c'est bon? Non, ça va. Pour l'instant, Cool. j'attends de voir parce que ce que tu nous as expliqué, c'est. Je suis d'accord. Après, le mettre en pratique, c'est autre chose. C'est sûr. Mais Voilà. c'est bien de le savoir. Donc, voilà. Cool. Céline? Ouais, une petite question par rapport à ton échelle de Björg. Ouais. J'ai l'impression que pendant les entraînements que vous proposez à la salle, il n'y a jamais de séance où on peut se mettre à 1, 2 ou 3 en intensité. Ben, ça, en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est que, et ça, c'est sur quelque chose que je suis vraiment en train de travailler, c'est d'essayer de remettre, comme je faisais passer un moment, le travail zen effort versus zen max effort. Là, comme on a, en gros, on suit la programmation maintenant Fit Process, il n'est pas, on va dire, totalement dans ce que moi je fais en termes d'optimisation et de pousser autant en termes d'échelle de fatigue. Donc, ce qui fait qu'on l'a moins mis en place. Maintenant, il y a la deuxième chose, c'est de fait que une intensité, par exemple 1, 2, voire 3, c'est des choses que notre corps a tendance à faire et à être dans notre quotidien.
Attention, je parle pour les personnes qui n'ont pas une activité physique et qui, dans la journée, ne vont pas avoir une activité débordante au niveau musculaire. Donc, c'est pour ça que une intensité, on va dire 1, 2, 3, c'est des choses que j'amène pas réellement, du coup, pour 3 raisons. La première raison, c'est que je suis bien obligé quand même, malgré mes envies et mes besoins, je suis obligé d'être à l'écoute de ce que les gens viennent chercher. Si maintenant je fais une séance et que j'oblige de rester dans du 1, 2, 3, beaucoup de personnes auront l'impression d'avoir rien fait. Et ça, c'est des choses que je dois expliquer avant de pouvoir mettre ça directement en pratique. Parce que certains ne comprendront pas. La deuxième raison, c'est celle que j'ai énoncée, c'est le fait que notre corps, de toute façon, il est fait de fibres lentes et il est fait d'une manière entre guillemets feignante. Et beaucoup de personnes ont tendance à ne pas bouger dans les 3/4 de la journée. Et après, la dernière, c'est par rapport à la programmation. Et ça, c'est ce que je te disais, c'est que j'essaie là actuellement de pouvoir trouver un peu des parades et de revenir sur des jours où l'intensité sera un peu plus basse par rapport à ce que j'amène actuellement. Ouais, ok, ouais. Très bien. Ça répond à ton interrogation? Ouais, parfait. En fait, il faut aussi juger soi-même de l'intensité qu'on a, mais pas seulement que dans l'entraînement, mais dans notre quotidien toute la journée, en fait. Arriver à mettre ces phases de 1, 2, 3 finalement au réveil ou dans la matinée, ou des choses comme ça. Ouais, carrément. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est vraiment un fil conducteur, moi, ce que je vous propose. Parce que, en fait, et c'est ce que je dis tout le temps à tout le monde, c'est que ce qui est le plus optimal dans ce que je propose, en gros, c'est le coaching personnel parce que vraiment, la programmation, elle est faite auprès de la personne. C'est-à-dire que là, la personne, je la connais, je sais comment ça se passe dans ses entraînements et je peux dire, OK, aujourd'hui, Sarah, on a une séance. Et la séance, je ne vais même pas lui dire qu'elle est à 3 parce que je vais la construire pour qu'elle soit à 3. Et de toute façon, je ferai tout pour qu'elle reste sur une intensité de 3. Maintenant, dans les séances en gros traditionnelles, j'essaie de pouvoir osciller sur ça. Mais imagine-toi, par exemple, tu t'es entraîné 2 jours et tu reviens t'entraîner, c'est une séance qui est sur une intensité à 2. Ça ne correspondra pas à ce dont tu auras besoin sur l'instant. En fait. Ouais. Tu vois? Donc, c'est là où aussi, j'essaie de pouvoir un peu être dans les 2 curseurs. Ce qui est dur aussi, c'est que les séances, le coaching fait qu'on ne peut pas forcément trop choisir l'intensité. Il y a des fois où vous nous poussez vraiment dans de la très haute intensité. Si c'est du max effort, on va peut-être pas pouvoir dire, aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée, je suis très épuisé. Est-ce qu'on pourrait arriver à le faire? Je ne sais pas. En fait, on peut y arriver parce que moi et bon nombre de personnes peuvent en témoigner. Des gens viennent me voir au début d'une séance ou pendant une séance en me disant OK, hier, je me suis fracassé à l'entraînement ou aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée. Par exemple, des gens qui travaillent dans le bâtiment et qui ont une journée de merde et une journée ultra physique. Dans ce cas-là, quel que soit le niveau d'intensité qui était préinscrit, je vais les faire descendre en intensité. Ça, c'est certain. Maintenant, il y a une deuxième chose que je dois, moi, prendre en compte, c'est le fait que 90-95% des gens ne voudront pas aller dans les hautes intensités et vont avoir tendance à se trouver des excuses. Ça veut dire se dire « Ouais, aujourd'hui, ma journée, elle a été pénible, physiquement, ça a été dur » et ne pas être dans la réalité, en fait. Et donc, dans ce cas-là, si moi, je suis tout le temps à l'écoute, en fait, il y a bon nombre de personnes qui n'auront jamais été dans sa semaine sur une intensité maximale. Et cette intensité maximale, elle va être primordiale parce que
certes, ça va faire perdre beaucoup d'énergie, mais c'est ce qui est le plus stimulant au niveau de l'organisme. Donc, ça veut dire c'est ce qui amène le plus de résultats. C'est ce qui fait qu'on va se rapprocher vers des choses qui peuvent arriver dans le quotidien, mais qu'on ne s'exerce pas, notamment un stress physique ou mental très important. On ne s'entraîne pas à ça. D'accord ? Moi, mon intérêt, c'est arriver à s'entraîner à des choses comme ça. Par exemple, perdre un proche, on devrait s'entraîner à ça et pas juste le subir parce qu'on ne sait pas comment faire. Donc, moi, c'est mon intérêt pour chaque personne. Et le problème, c'est que si je te disais, on va s'entraîner aujourd'hui à ce que tu perdes un proche, tu vas me répondre quoi? Mais t'es con ou quoi? Et tu aurais raison. Mais c'est là où ça devient important. Et c'est pour ça que par rapport à ce que Rachel et à ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir jouer avec tout. Parce que si, par exemple, dans le schéma que je vous ai fait, au final, on ne fait que des intensités 4, on n'aura jamais des problèmes de récupération. Donc ça, c'est vrai. Bon nombre de personnes qui s'entraînent tout le temps de manière basse à la salle n'ont pas de problème de blessure, n'ont pas de problème de récupération, mais par contre, ils ont des gros problèmes de motivation parce que le corps, il ne bouge pas, parce que les perfs ne bougent pas. Donc, c'est des gens qui, souvent, ne restent pas longtemps à la salle ou en tout cas perdent beaucoup de motivation parce qu'ils ont très peu de résultats. Et ça devient un cercle vicieux. Ça veut dire, je m'entraîne peu de manière intense, donc derrière, les résultats sont peu, donc ma motivation, elle baisse, donc je m'entraîne moins, donc j'ai moins de résultats, donc ma motivation, elle est encore moins importante jusqu'à que je sorte de la boucle et j'arrête de m'entraîner parce que ce n'est pas efficace. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement, ouais. Voilà. Très Ça bien. va pour tout le monde par rapport à ça? Ouais? Yes. On passe au sommeil. D'accord? Ça va, on est pas mal déjà. Ça sera une bonne visio. Donc, je me suis pris des petites notes, d'accord? Parce que j'ai pas mal de choses à dire. Si vous avez quelque chose à me dire, soit vous secouez fort les bras, que je vous vois pendant longtemps, ou soit sinon vous appuyez juste sur votre icône, il y a 3 petits points, et vous avez levé la main. D'accord? Ça voudra dire que vous voulez me poser une petite question. OK? Donc, par rapport au sommeil, le sommeil est en gros le fait de dormir. La première des choses, c'est de bien avoir en tête que ça va à l'encontre du besoin de l'être humain qui est un besoin de survie. D'accord? Ça veut dire que, pas nous actuellement, mais si on remonte à 80 000 ans, voire plus, dormir, c'est en gros se mettre dans une situation qui ne va pas dans la survie. D'accord? Parce que si on dort, on peut être sujet à se faire attaquer, on peut être sujet à mourir. Ce qui veut donc dire que si le sommeil, il a perduré durant l'évolution de notre espèce, ça veut dire qu'il a une importance capitale par rapport à nos besoins. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est se dire que notre organisme, c'est de la survie. Si le sommeil qui est à l'encontre de la survie a perduré dans l'évolution du temps, ça veut dire qu'il a des besoins et qu'il a une importance capitale. Donc ça, c'est la chose qui est pour moi la plus importante. D'accord? Donc quand on a tendance à mal dormir, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui devienne juste ouais, mais c'est pas grave, je sais que je dors mal, mais c'est pas grave. D'accord? Comme quelqu'un qui a tout le temps mal au dos et qui amène ça comme quelque chose de logique. Non, mais j'ai mal au dos, mais je m'y suis habitué. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, par rapport au sommeil, on est actuellement dans une pandémie, hein, d'accord? Épidémie, voire même plus, parce que ça touche tout le monde. En fait, le sommeil, c'est également une épidémie, voire même une pandémie. Ça veut dire que 2 tiers de la population mondiale, d'accord, c'est ce qui a été
en gros traité au niveau de pas mal de tests de manière mondiale. 2 tiers de la population mondiale a un manque de sommeil. Donc, le manque de sommeil, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être en termes de qualité, d'accord? C'est-à-dire que mon sommeil, il n'est pas réparateur. Je me lève, mais j'ai les yeux qui me piquent. Je suis obligé d'avoir mon réveil, voire 12 réveils. Ça peut être en termes de volume, d'accord? 8 heures de sommeil, c'est ce qui, physiologiquement parlant, amène des réparations, amène des besoins hormonaux. Et ça peut être en termes de longévité. Ça veut dire faire en sorte que sur 6 mois, mon sommeil, il a été de qualité et il a été également en termes de quantité, de volume. D'accord? Donc ça, c'est vraiment assez facile de se dire que c'est vraiment quelque chose qui est super important de se dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et à mon sens, on l'occulte bien trop. D'accord? Quand les gens me parlent de manque de performance, quand les gens me parlent de j'ai eu un problème de motivation, j'ai eu du mal à récupérer, zéro, je vous le promets, zéro personne m'énumère le sommeil. On m'énumère l'alimentation, on m'énumère l'entraînement, on m'énumère le facteur psychologique, mais personne m'énumère le fait que le sommeil pourrait être une cause à ça. D'accord? Donc, c'est là où ça devient encore plus important. Sarah, c'est bon? Tu nous entends bien? Ouais, je suis désolée. En fait, j'avais plus de batterie et j'ai pris vite mon téléphone du coup. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce que j'expliquais juste, Sarah, c'est qu'actuellement, on vit un peu une épidémie, une pandémie avec ce virus-là. Et pour moi et pour les chercheurs auprès du sommeil, en fait, on se rend compte que le sommeil, c'est aussi une épidémie, une pandémie. Ça veut dire que 2 tiers de la population mondiale a un manque au niveau du sommeil, que ce soit la qualité, la quantité ou la longévité. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc 2 tiers, ça veut dire que parmi nous, 2, 4, 6, 7, 8, faites vite le calcul, il y a déjà des personnes parmi nous qui ont un problème au niveau du sommeil. D'accord? Ensuite, par rapport à ça, j'ai juste remis 2-3 petites choses sur à quoi nous sert le sommeil. La première chose, ça nous sert à apprendre. Ça nous sert à mémoriser, ça nous sert à prendre des décisions, à faire des choix logiques. Et ça, c'est tout ce qui se passe au niveau cérébral. D'accord? Ça veut dire que, je vais vous l'expliquer un peu tout à l'heure, on a différentes phases de sommeil. La phase que je peux appeler NREM, NREM, c'est Non-Rapid Eye Movement. Donc, en gros, c'est le moment où on n'a pas du tout de mouvement au niveau des yeux quand on dort. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler le sommeil un peu profond. Donc ça, ce sommeil-là, il va avoir des incidences au niveau cérébral. J'y reviendrai tout à l'heure. Et on a le deuxième type de sommeil, le REM, Rapid Eye Movement. Ça veut dire qu'on a les yeux fermés, mais que nos yeux ont des mouvements. D'accord? Ça a aussi des incidences au niveau cérébral. Ça veut dire que si vous avez un sommeil qui est très profond, donc le NREM, qui est très bon, mais que vous n'avez pas un sommeil REM qui est très bon, il va manquer des choses. Donc, du coup, ce que je disais, par rapport à faire des choix logiques, par rapport à se concentrer, par rapport à apprendre, on aura un problème. Donc, c'est là où tout à l'heure, je vais vous expliquer l'importance de ne pas avoir que ces 8 heures de sommeil. Parce que si vous vous couchez à 1 heure du matin et que vous vous réveillez à 9 heures tout le temps, il va vous manquer des choses. Versus, si vous vous couchez à 9 heures et que vous vous réveillez à 4 heures du mat, il va vous manquer d'autres choses. Et ça, je vous l'amènerai juste tout à l'heure. Ensuite, le sommeil, ça va être un énorme aussi réapprovisionnement au niveau de notre système immunitaire. Donc, tout ce qui va être hormonal. D'accord? Donc, on en parlait hier par rapport à l'aspect cérébral. Ça veut dire que le cerveau a la capacité de lutter contre des virus, des bactéries, des choses comme ça. Le froid également par rapport à un boost immunitaire. J'en ai parlé sur la thérapie par le froid avec les globules blancs. Là, le sommeil, c'est le même principe. Ça veut dire que si vous n'avez pas
un sommeil de qualité, de quantité et long sur des années, bah, le problème, c'est que votre système immunitaire, il devient faible. D'accord? Donc, c'est là où ça devient encore plus intéressant, notamment ce dont je vous ai parlé durant le live dimanche, c'est de se dire que ceux qui cèdent à la psychose, qui sont tout le temps en train de regarder les médias et d'avoir peur, c'est ces mêmes personnes qui ont du mal à dormir parce qu'on n'a que ça en tête, la psychose, la psychose. J'ai des gens de ma famille qui vont l'avoir, donc ça veut dire qu'ils vont peut-être mourir et machin. Donc, ça veut dire que nous, ben, on dort mal. Si on dort mal, système immunitaire déficient. Si on a un système immunitaire déficient, ça veut dire qu'on est plus apte à venir prendre des virus. Si on a plus de virus, on a plus de possibilités d'avoir le coronavirus et notamment de pouvoir après avoir des problématiques par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est là où c'est important d'avoir aussi un peu ça en tête. Donc, ça, je l'ai dit. Maintenant, on va parler un peu du rythme de sommeil. D'accord? Donc, par rapport au rythme de sommeil, il y a 2 facteurs qui nous donnent un rythme de sommeil. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle notre horloge interne. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien. D'accord? Ce rythme circadien, c'est une horloge. D'accord? Vous la voyez là, sauf qu'elle est au niveau de votre cerveau, ce qu'on appelle le noyau suprasmiatique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette horloge interne, elle est régulée sur une durée de 24 heures approximativement, ce qui fait que il est important de pouvoir respecter en gros cette horloge interne. Pourquoi? Ben, simplement parce que de toute manière, par rapport à ce métabolisme, ça veut dire que c'est plus fort que votre envie. D'accord? Ça veut dire que dans l'horloge interne, ben, il y a par exemple des régulations de température, il y a des régulations au niveau hormonal qui fait qu'à un moment donné, ben, vous allez avoir besoin de vous réveiller ou vous allez avoir besoin de vous endormir. Je vous montrerai 2-3 petits graphes tout à l'heure que j'ai pris en capture d'écran sur un livre que j'ai sur le sommeil qui vous montreront ben, pourquoi en fait il est important, comme j'en parlais lors de la thérapie par le froid, de pouvoir avoir un environnement qui va être très frais avant d'aller vous coucher et pas mal de petites choses comme ça. D'accord? Donc, le rythme circadien, il faut l'avoir en tête que c'est une horloge interne qui va durer 24 heures. Cette horloge interne, elle est indépendante du soleil et du coucher de soleil. Ça veut dire que beaucoup pensent que notre horloge interne, elle est due au fait que il y a le soleil qui se lève et quand le soleil se couche, en gros, on est régi par ça. C'est vrai, parce que c'est ce que l'on est et en gros, notre rythme, que ce soit personnel ou professionnel, est régi par ça. Mais il y a eu pas mal de petites études et je vais vous en citer une. C'est une étude en fait de 2 personnes, c'est 2 chercheurs, pareil au niveau de tout ce qui est sommeil, qui en gros sont allés dans une des grottes les plus profondes de la planète où il y a 0 luminosité. Et en gros, ils ont observé leur rythme de sommeil et d'éveil. Et en fait, ils se sont rendus compte que ce rythme, il correspondait à 1 ou 2 heures près à nos 24 heures. À nos 24 heures de le soleil se lève et le soleil se couche. Donc, en fait, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est le fait que notre horloge interne, elle est bien plus forte que juste le soleil se lève et le soleil se couche. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir respecter cette horloge interne. D'accord? Et cette horloge interne, elle va vous parler par rapport à une production d'hormones, par rapport à une température. Et ça, après, j'y reviendrai un peu plus. D'accord? Je fais un petit point sur ces 2 facteurs et après, je m'arrête et je vous poserai 2-3 petites questions ou en tout cas, vous me poserez des questions si vous en avez besoin. OK? Donc, tac, ça, j'en ai parlé. Hop là. Donc, par rapport à ce que moi j'ai étudié par rapport au sommeil, c'est qu'il faut aussi avoir en tête et
des gens arrivent à pouvoir se le dire un peu, mais oublient le fait que c'est une réalité, qu'il y a réellement, et ça c'est en gros l'environnement, mais c'est aussi notre génétique qui fait ça, des personnes qui vont avoir plus de facultés à être efficaces tôt le matin jusqu'à le début de soirée, et des personnes qui vont être très efficaces la soirée, mais à l'inverse, vont être peu efficaces le matin. Ça, je voulais en parler parce que des personnes ce qu'on peut appeler grossièrement des lève-tôt et des couches tard, c'est des personnes qui ont du mal après à avoir un rythme, notamment un rythme qui va être prédisposé par notre travail, par rapport à notre environnement social et des choses comme ça. Donc ça, pour moi, c'est important de le prendre en compte parce que derrière, par rapport à des personnes qui, par exemple, ont vraiment du mal à se coucher tôt, si derrière votre rythme professionnel vous oblige, par exemple, à vous lever de manière assez tôt, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un dérèglement très important en termes de volume, en termes de qualité et après même en termes d'efficacité. Ça veut dire que si vous êtes un couche-tard et que vous vous levez tôt, ce qui va se passer, c'est que la première partie de la matinée, vous allez être inactif. Donc ça, c'est ce que les gens peuvent imaginer comme des gens qui sont un peu flemmards, qui n'ont pas envie le matin ou des choses comme ça, alors que ça, c'est des choses qui sont vraiment prédisposées au niveau cérébral. Ça veut dire qu'un manque de sommeil et une attention qui va manquer, c'est des choses qui se passent au niveau de notre cortex préfrontal. D'accord ? Vous voyez vos yeux, vous montez, là, vous avez votre cortex préfrontal. D'accord ? C'est une zone cérébrale qui est le siège de tout ce qui est logique et tout ce qui est prise de décision. C'est-à-dire que des personnes qui vont être couche-tard mais qui se lèvent tôt par obligation vont avoir automatiquement des carences à ce niveau-là. Et donc, c'est des personnes qui, et je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé, vous, ou connaître des gens comme ça, qui ont l'impression que quand vous leur parlez, qu'ils n'arrivent pas on va dire, à tilter, ou ils n'arrivent pas à prendre des décisions, ou ils ont du mal vraiment à être éveillés. D'accord ? Donc, ça, c'est important de bien l'avoir en tête parce qu'il y a trop de personnes qui ont l'impression que c'est un problème de motivation et c'est un problème personnel. Alors qu'il existe vraiment, au niveau cérébral et au niveau scientifique, des personnes qui vont être plus à l'aise le soir et des personnes qui seront plus à l'aise le matin. D'accord ? Donc ça, faut vraiment l'avoir en tête. OK ? Je viens maintenant par rapport au deuxième facteur qui engendre le sommeil. C'est une hormone qu'on appelle la mélatonine. D'accord ? Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais en parler assez rapidement. En fait, cette hormone, elle se déclenche peu de temps après le coucher du soleil. D'accord ? C'est un peu en lien avec notre rythme circadien aussi. Ça veut dire qu'elle va augmenter avec le coucher du soleil. Ce qui déjà va tout de suite influer le fait que plus vous allez vous coucher tard, d'accord ? Donc tard par rapport au coucher du soleil, plus votre mélatonine va être importante et normalement, vous demanderez de pouvoir et de vouloir dormir. Donc après, il y a des facteurs externes qui vont faire que cette mélatonine, elle va être en gros, au lieu d'être sécrétée, donc c'est-à-dire que son pic augmente, elle va diminuer un peu et c'est notamment par rapport à tout ce qui va être lié à la vision. D'accord ? Je ne peux pas rentrer en détail parce que je ne m'y connais pas assez sur ça, mais j'en ai beaucoup parlé avec Léandra qui est spécialisée là-dedans au niveau oculaire, mais il y a des faisceaux lumineux qui vont en gros se fixer au niveau de nos yeux et donc au niveau du cerveau et qui vont en gros désactiver la mélatonine. Ce qui fait que on le dit assez souvent que les écrans, c'est pas bon, qu'il ne faut pas rester 1 heure avant d'aller se coucher, il ne faut pas être devant des écrans. Mais le problème, c'est que tout le monde le fait, d'accord ? Et derrière, on a des conséquences qui peuvent être un peu dramatiques, mais on est tellement pris par ces écrans, par le fait de « mais oui, mais qu'est-ce que je fais le soir si je ne regarde pas un peu la télé ?»
ou si je ne regarde pas mon portable, que derrière, en fait, on oublie que ce n'est pas juste une chose comme ça qu'on claque des doigts et qui nous dit oui, c'est vrai que si on va moins derrière les écrans, non, là, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème au niveau de cette sécrétion au niveau de la mélatonine. D'accord? Donc, pour moi, ça, c'était important de l'amener. Vous en êtes peut-être tous conscients, mais en tout cas, c'est important pour moi de pouvoir reparler de ça. Donc, par rapport aux études qu'il y a pu avoir, il faut avoir en tête, d'accord, et c'est un minimum, vous ne devriez pas avoir une vision sur un écran ou sur quelque chose de lumineux 1 heure avant d'aller vous coucher. Je dis bien 1 heure avant d'aller vous coucher, et ça, c'est une preuve scientifique. Ce n'est pas Jonathan Colombet qui le dit. Donc, attention, ce n'est pas juste votre écran de portable, c'est également votre environnement lumineux. Ça veut dire que dès qu'il y a le coucher du soleil, vos spots, vos lampes doivent avoir la même luminosité que ce qui se passe à l'extérieur et notamment le soleil. Ça veut dire qu'on devrait descendre le rythme de tout ce qui nous éclaire après qu'il y ait eu le coucher du soleil. Moi, ça, je le teste maintenant depuis un petit moment, d'accord? Ça veut dire que le soir, quand je rentre, que ce soit maintenant ou même avant le confinement, j'essaie de me mettre dans le plus d'obscurité possible. Ça veut dire que c'est peut-être un geste très bête, mais ma douche, je la prends dans le noir. Ça veut dire que c'est fermé, je suis tout dans le noir. Je peux vous assurer, c'est psychologique ou pas psychologique, de toute façon psychologique, ça veut dire cérébral, donc c'est logique, mais je baille bien plus, ce qui est un indicateur du sommeil, notamment, je vous parlerai d'une autre substance chimique qu'on appelle l'adénosine, qui montre que mon besoin en sommeil est bien plus important. D'accord? Et ça, pour les personnes, et j'en parlerai à la fin, parce que je vous donne des indicateurs de est-ce qu'on prend les bonnes décisions avant d'aller se coucher, mais ça, c'est un des indicateurs qui peut faire en sorte que vous ayez du mal à vous endormir ou du mal à dormir. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Non, mais John, moi, je suis tout le temps derrière mon écran et je m'endors en 10 secondes. » Ouais, mais ça, on s'en fout en fait. Parce que s'endormir en 10 secondes, ça ne veut pas dire que votre sommeil il est réparateur. Ça ne veut pas dire que le lendemain matin, vous êtes réveillé et vous êtes plein carburant. D'accord? Toutes les personnes à la salle que je questionne par rapport au sommeil, et c'est le cas de toutes les personnes qui s'inscrivent à la salle, parce que maintenant, je ne sais pas par rapport à tout le monde, mais j'ai un questionnaire avec comment vous dormez et ainsi de suite. Ces personnes-là, il y a bon nombre qui pensent bien dormir et se dire ok, j'ai mon écran et ma nuit est correcte, mais qui finalement se réveillent dans la nuit, ont un éveil qui n'est pas réparateur et qui ont besoin de 30 alarmes. Qui sait, vous me le faites juste à main levée, qui a besoin de plus d'un réveil, plus d'une alarme pour se lever le matin? 3. D'accord? C'est énorme. Si vous pensez aux 2/3 qu'on a dit tout à l'heure, déjà, c'est énorme. Et ça, c'est juste un facteur de se dire d'avoir besoin de plusieurs réveils. D'avoir besoin de plusieurs réveils, ça veut bien dire que notre nuit, elle n'a pas été réparatrice. Sinon, dans ce cas-là, on n'en aurait même pas besoin. Et normalement, si on est très bon au niveau de notre horloge biologique, au niveau de tout ce qui est aspect sommeil et éveil, on n'aurait même pas besoin d'un réveil. Et moi, je connais des personnes qui me disent, de toute façon, j'ai mon réveil, mais 2 minutes avant, je me réveille tout le temps. C'est ton cas, Ricky? Eh ouais. Et regarde, je vais juste te prendre. 6 heures tous les matins. Ouais. Et est-ce que, par contre, est-ce que tu sens que c'est réparateur ton sommeil? Ou tu sens que tu es fatigué? Plein de bourre. Ah, super. Ça, c'est le top. Non, c'est super bien. Donc voilà, ça, c'est des choses qui sont importantes. Questionnez les gens autour de vous. Qui n'a pas besoin de réveil pour se lever? Il y en a peu, d'accord? Et qui a besoin de plus d'un réveil?
D'accord? S'il y a besoin de plus d'un réveil et qu'en plus vous rentrez dans ce principe-là, je peux vous dire que votre cerveau, vous lui donnez la mauvaise information. Parce que ça veut dire que vous repoussez à chaque fois d'un moment le réveil. Ce qui veut dire qu'au niveau cérébral, votre corps commence son rythme circadien de 24 heures en se disant que tout ce que je vais faire dans ma journée, il va falloir que je le repousse. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Donc, vous allez peut-être voir des situations liées à ça ou pas, mais toutes les personnes que moi je questionne, avec qui je travaille et qui ont 4 ou 5 réveils, c'est des personnes qui ont du mal dans la prise de décision et qui repoussent toujours leurs décisions. D'accord? Donc, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Attention. Mais en tout cas, c'est déjà bon nombre de personnes par rapport à ce que moi, j'ai pu voir. OK? Donc, voilà par rapport à, en gros, cette mélatonine. Ensuite, par rapport à, en gros, ce travail éveil. Parle pas, Céline, c'est pas méchant ce que je dis. Par rapport à ce travail, en gros, éveil-sommeil, je vais parler d'une autre substance que vous connaissez peut-être moins, c'est l'adénosine. D'accord? Donc, l'adénosine, en fait, elle va se sécréter dès qu'on est en éveil. Ça veut dire, je me réveille, l'adénosine, la concentration en adénosine va augmenter. Et elle va augmenter jusqu'à que je vais dormir, où là, elle va se diminuer. Et ensuite, elle va repartir, elle va rediminuer, elle va repartir, elle va rediminuer. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Simplement parce que plus il y a de la concentration en adénosine, plus le volume des zones cérébrales appelant au réveil diminue. Ça veut donc dire qu'il y a vraiment un lien entre l'éveil et le sommeil. D'accord? Plus l'adénosine qui est responsable de votre sommeil est très haut, plus votre cerveau, en gros, fait diminuer l'activité de tout ce qui vous maintient en réveil. Donc, pourquoi ça devient très intéressant? Parce que je viens maintenant parler de la caféine. D'accord? Avant que je parle de la caféine, vous allez me dire, et vous faites juste un petit lever de main, qui boit un café après 15h30 le soir, en fin d'après-midi? Qui c'est qui boit un café après 15h30? Sarah? Non? Céline non plus? Rachel, oui? À peu près? Quelle heure, Rachel? Ça va être un café, mais c'est pas du systématique. Vous avez vu, un café mais. Oui, c'est pas du systématique. Ça peut être à 4h30 avec les collègues, mais c'est pas du systématique. D'accord. Mais ça peut arriver à 16h30. Mais ça peut arriver. Ok. Alex, pas de café? Ça y est. Comme Rachel, en fait, ça va dépendre des jours. Il y a des jours oui, des jours non, mais c'est pas régulier. D'accord. Ok. Ricky, Babette? Non, jamais après 13h30. Jamais après 13h30. Si, Eric, peut-être. Ça dépend, moi, des jours. Ouais. Si j'ai du monde le soir, j'en bois un, ça dépend. D'accord. Ok. Non, moi, jamais. Je vais vous parler de ça. La caféine, elle fait taire artificiellement ce signal de sommeil. Pourquoi? Imaginez que là, en gros, mes doigts, c'est des sites actifs. Des sites actifs, ça veut dire que c'est au niveau cérébral. L'adénosine, elle vient se fixer sur ça. Et quand mes 5 doigts sont remplis, en gros, mon besoin en sommeil, il est très important. Donc, je vais aller me coucher. D'accord? C'est là où j'arrive plus à tenir et je vais aller me coucher. La caféine, en fait, son rôle, c'est de venir piquer les sites actifs de l'adénosine. Ça veut dire que l'adénosine, elle s'est mise sur 2 sites actifs dans ma journée. Moi, je vais boire de la caféine, donc je vais prendre de la caféine parce que ce n'est pas forcément que boire. Et j'ai 3 sites actifs qui ont été occupés par la caféine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon corps, comme il n'a que 2 sites actifs remplis d'adénosine, il va se dire « je n'ai pas besoin de sommeil ». Mais ça va être un trompe-l'œil. Ça veut dire que tout ce qui est cérébral, tout ce qui va être musculaire, tout ce qui va être de notre corps va avoir un besoin de sommeil. Sauf que j'ai trompé mon organisme en remplaçant des sites actifs d'adénosine par de la caféine. D'accord? Donc, c'est là où, en fait, c'est important de se dire que
bah, déjà, il y a un problème. Le deuxième problème, je reprends mes petites notes. Les chercheurs, ils ont estimé ce qu'on appelle la demi-vie. La demi-vie, c'est qu'en gros, notre corps a la capacité d'éliminer à 50% une substance. Donc là, par exemple, c'est la caféine. D'accord ? La demi-vie de la caféine, c'est 5 à 7 heures. Ça veut donc dire, si vous buvez un café à 19h30, j'ai pris ma petite note, à 1h30 du matin, il vous reste encore 50% de concentration en caféine dans votre organisme. À 1h30 du mat. Donc, je reviens à monsieur et madame tout le monde qui me dit « Non, mais moi, mon café, il ne m'empêche pas de m'endormir. » Mais par contre, c'est une personne qui fait que tourner dans le lit, c'est une personne qui fait que penser à ce qui s'est passé dans sa journée. Ben oui, c'est normal en fait. Parce que nos principes actifs, ils n'ont pas été remplis d'adénosine, mais ils ont été remplis par de la caféine, qui est un excitant, qui est un stimuleur. D'accord ? Donc là, ben en fait, où on se rend compte, ben c'est que maintenant, on trouve en fait du lien à chaque fois dans tout ce qu'on fait. Donc, il faut faire attention. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais le faire dans le compte-rendu et je vais même me le renoter. Dans le compte-rendu que je vais faire de cette visio, mais je vais faire une petite liste d'ingrédients où il y a de la caféine. D'accord ? Donc, toutes ces choses-là, ben en fait, c'est super important de pouvoir bien les avoir en tête. D'accord ? Je fais un petit tour. Ouais, ben, tu vois, ça tombe bien. Dis-moi, Sarah. Je voulais juste te demander si pour la théine, pour toi, ça serait la même chose. Ben, en fait, ce qui est maintenant prouvé par rapport à ça, c'est que la théine aurait, c'est moins poussé en termes d'études que la caféine, mais aurait la même disposition que la caféine en termes de remplacement sur les sites actifs. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, moi, là, les dernières études que j'ai, c'est vraiment sur caféine. Je rechercherai un peu plus par rapport à ça. Mais en tout cas, sur les dernières études que j'ai pu voir, les dernières petites choses que j'ai pu observer sur ça, la théine a un rôle assez inhibiteur au niveau de notre adénosine, ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Céline, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous vous dites « Ah oui, en fait… Ouais, j'ai pas bien de questions, mais ça me parle bien, ouais. Ah, cool. Bah, c'est déjà bien. Ouais, j'ai des gros problèmes de sommeil, enfin, tu le sais déjà. Ouais. J'ai beaucoup de mal à m'endormir, en fait. Et du coup, je dors beaucoup le matin. Enfin, quand je peux. En fait, je suis décalée souvent. Et est-ce que ça, c'est que là, tu sens que c'est un besoin? Ça veut dire que tu aurais plus tendance à être couche tard ou c'est que tu as vraiment du mal à t'endormir? Non, c'est plus que j'ai vraiment du mal à m'endormir. D'accord. En fait, ce que tu disais au tout début, là, le fait de se sentir vulnérable et tout ça, je pense que ça m'a bien parlé. Ouais. C'est quelque chose que j'avais pas notion et c'est peut-être ça, en fait. Tant mieux. Ouais. C'est cool. Donc, tu vas voir là après, je vais énumérer pas mal de petites choses par rapport à tout ça. Et ben, j'espère que ça t'aidera en te disant, ben, OK, je vais essayer de mettre ça en place et voir un peu ce qui peut se passer. En tout cas, ce qui est super important, c'est que moi, je ne discrédite pas les gens qui dorment mal et qui peuvent avoir une humeur un peu détestable parce qu'ils dorment mal, parce qu'ils peuvent être plus anxieux, ils peuvent être plus, entre guillemets, un état un peu dépressif. Attention, hein, la dépression, c'est pas je vais me suicider tout de suite. Il y a bien d'autres choses avant. Mais ces personnes-là, au contraire, moi, je suis plus à vouloir leur donner des conseils et qu'ils puissent comprendre, comme là, je pense que c'est un peu ton cas, que juste se dire hey, « tu me casses les couilles, va te coucher » et machin. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes et on en a déjà parlé, Céline, mais il y a par exemple des petits exercices qui permettent de pouvoir essayer de calmer un peu, mais il n'y a pas que ça. D'accord ? C'est-à-dire que si à la base, au niveau cérébral,
il y a des choses qui fonctionnent pas, qui matchent pas. Par exemple, parce que tu bois un café ou parce que, je ne dis pas que c'est ton cas, mais là, je grossis la chose, ben, automatiquement, tu peux aussi bien faire de la méditation avant d'aller te coucher. Si ton cerveau il est en ébullition, de toute façon, ta méditation, elle marchera pour aller te coucher, mais après, dans la nuit, tu vas te réveiller et ça sera encore pire. Donc c'est ces choses-là qui sont importantes. G, est-ce que tu as 2-3 petites choses par rapport à ça? Si, moi, une petite question par rapport à la durée de sommeil. On entend toujours parler des 8 Ouais. heures. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce qu'il y a vraiment des études Ouais, sur cette carrément. durée? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça veut dire que là, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Je vous donnerai, même si ça vous intéresse, les études qui le montrent. Mais la durée de 8 heures, c'est ce que je disais tout à l'heure et je pensais à toi parce qu'on parlait de la durée la dernière fois. La durée de 8 heures, c'est celle qui permet à notre organisme vraiment d'avoir cet effet éponge. Ça veut dire que la journée, on vient comprimer un peu notre organisme et ces 8 heures, c'est le moment où l'éponge, elle retrouve sa taille, on va dire, optimale, ou en gros, sa taille optimale pour derrière avoir un meilleur apprentissage, avoir des prédispositions qui vont être bien plus intéressantes. Donc après, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis. Il faut faire attention, c'est que moi, j'oblige personne à dormir 8 heures si toi, tes 7 heures te suffisent. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, il faut des fois faire confiance à la science, à ce qui peut être prouvé. Parce que le problème, c'est que si à 70 ans, ou même avant ça, à 50 ans, tu te rends compte que tes 6 heures finalement que tu as fait toute ta vie ne t'ont pas suffi et que tu commences à avoir des douleurs chroniques, des maladies ou des choses comme ça parce qu'il y a eu un manque de sommeil, ça serait dommageable. Donc, je ne veux pas en venir jusqu'à là, hein, ce n'est pas du tout ça, mais c'est juste de se dire que là, il y a eu bien assez d'études qui ont été faites pour se dire que ces 8 heures de sommeil, c'est une règle qui fait que notre organisme a besoin de ça au niveau cérébral, au niveau des répercussions que je vais vous amener juste après. Okay. Voilà. Ok, très bien. Tu dors combien de temps à peu près? 6, c'est ça? 6, 7? Non, c'est 7 en moyenne à peu près. 7? Ouais, d'accord. Ok. Rachel, question, pas question? Non, ça va. Ça va. Donc déjà, tu vois, tu pensais bien dormir, mais tu as besoin de plusieurs de réveils. Donc peut-être tu dors peut-être pas si bien que ça. Mon premier, en fait, je me réveille bien, mais mon deuxième entre le temps qui se passe entre le premier et le deuxième réveil me sert à organiser ma journée. Non, ça c'est une excuse. Si je commence à penser à ce que j'ai à faire. Ta journée, tu peux très bien l'organiser en te réveillant de suite, en te posant soit sur le bord du lit, soit sur le bord de ton canapé et en organisant ta journée, en l'écrivant sur un papier. Le fait de rester, dans ton lit, je peux t'assurer, et ça, encore une fois, j'ai lu bien assez de choses là-dessus, ça peut avoir que des effets, en gros, délétères. Donc, okay. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir si tu arrives à te passer de ce deuxième réveil. Allez. On fait le test et tu me tiens au courant. Ouais, promis. Alex? Moi, je voulais rebondir sur ces 8 heures de sommeil, plus ou moins aussi selon les personnes, etc. Moi, comme je disais, j'ai besoin de réveil, c'est même pas 2, c'est 4, 5, voire 6. Et peu importe la configuration, peu importe que je me sois couché tôt, si j'ai le sommeil agité, en soi, je le vois pas, mais si je sens que je me suis réveillé dans la nuit ou pas, peu importe, je me réveille tous les jours, que ce soit un jour de boulot comme un jour de week-end, fatigué. Je me réveille très, très rarement en fait en forme. Alors ça m'arrive, hein. Si je fais un bilan sur une année, ça m'arrive quelques fois, mais de manière générale, jamais je me réveille en fait avec cette patate et ce côté même un peu réveillé sans réveil, quoi. Donc tu fais partie des 2/3 de la population mondiale. Exactement. Qui a un problème de sommeil. Non, mais c'est important en fait, et c'est pour ça que je parle de ces 2/3 parce que moi, et même dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui manquent de sommeil et qui pensent que c'est une personne parmi
si peu de personnes. Mais en fait, non, c'est 2/3 de la population. Ça veut dire que c'est juste énorme par rapport à ça. En fait. Ouais. Donc après, pour ça, moi, la première des choses et je vais vous en parler juste après, c'est que comme pour un entraînement, et ça ne m'étonne pas forcément parce que moi, je vois vraiment, ça veut dire que j'aimerais, par rapport à ce que je connais de vous sur l'entraînement, j'aimerais faire un test de savoir qui met plusieurs réveils ou non. Et je suis persuadé que j'ai 90% de réussite. Parce qu'on voit que c'est le même typage de personnes qui met plusieurs réveils. Donc, ce n'est pas critique. C'est juste que par rapport à la connaissance des personnes, c'est souvent un peu, les mêmes gens. Donc, moi, ce que j'aimerais, Alex, comme j'ai dit à Rachel, c'est que là, tu essaies sur une période d'1 semaine déjà, même si tu as à te forcer, de te forcer à te réveiller dès le premier. Donc, en fait, se forcer, ce n'est pas se laisser le choix. Moi, je peux vous assurer, d'accord, quand il y a des journées qui sont très longues, qui sont très prenantes nerveusement, que l'entraînement a été très dur, le matin, quand il y a mon réveil, ben, en fait, j'aimerais juste le tuer, mon réveil. J'aimerais juste rester dans mon lit et qu'on me laisse tranquille pour une fois. Mais ça vient même plus maintenant dans ma tête. C'est-à-dire que quand j'ai mon réveil, donc moi, c'est ma montre qui vibre, en gros, déjà, en 2 secondes, je suis réveillé. Je n'ai pas encore appuyé pour l'éteindre que je suis déjà sur le bord du lit assis. Et en fait, je ne me laisse pas le choix, en fait. Et 5 secondes après ça, j'ai déjà fait ça. Ça, c'est ma routine matinale. Et maintenant, en fait, c'est comme tout. C'est que moi, par exemple, et je n'ai pas de mal à le dire, étant tout petit et même encore peu de temps, des fois, il fallait me répéter d'aller me brosser les dents ou des choses comme ça. Maintenant, on ne me le dit plus et je ne me pose même pas la question de me dire je suis fatigué, je vais me brosser les dents ou pas. C'est le même principe là. C'est dire que sur ça, je me le suis mis et maintenant, c'est vraiment acté. Tu vois. Donc là, moi, ce que j'aimerais pour vous deux, Rachel et pour Alex, c'est d'essayer de travailler sur ça. D'accord. Et je peux vous dire que je pense qu'il va y avoir des très bons résultats parce que déjà, je sais que vous me faites confiance et je vous en remercie encore une fois. Et parce que moi, j'ai des personnes qui sont à la salle et j'espère qu'elles regarderont la visio en replay qui avaient ce problème-là et qui maintenant me disent mais comment j'ai fait ça pendant 25 ans? Ils n'ont rien changé. Ça veut dire qu'ils boivent encore du café, ils font n'importe quoi. Juste le fait de mettre qu'un seul réveil au lieu de 5, ça a changé leur vie. Et ils me disent, mais j'ai une patate dans ma journée, mes décisions, c'est plus les mêmes. J'ai l'impression que je me fais plus marcher dessus. Donc, c'est juste exceptionnel, quoi. Et ce qui se passe au niveau cérébral, on s'en rend même pas compte. En fait. Yes? Ouais. Parfait. Eric, Babette, Oui. Des petites questions, des choses à me dire par rapport à ça ou ça va? Non, ça va, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai surtout détérioré complètement mon sommeil, puisque j'ai fait 25 ans de nuit. Ouais. Ou alors je me suis shootée au café, hein, pour le coup. Ouais. C'était des grands bols le soir, et puis voilà. Et puis jusqu'à ne plus dormir du tout le jour, et puis terminer comme toi en burn-out, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que on peut faire ce qu'on veut, mais quel que soit le travail, quelle que soit notre envie, quelle que soit la situation, il n'y aura rien de plus fort que notre organisme. Ça veut dire que Babette, qui a fait 25 ans de nuit et de machin, son rythme circadien, son horloge biologique, elle ne s'est pas changée parce qu'elle a fait 25 ans. Notre horloge biologique, elle a 100 000 ans d'évolution, 100 000 ans, les amis. Donc, 25 ans de travail de nuit et de poste, et j'en connais qui ont fait ça pendant 50 ans et qui me disent « Non, 50 ans, ça a changé. » Mais 50 ans sur 100 000 ans, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Donc, c'est là où il faut prendre des décisions sur notre environnement et notre boulot. Et est-ce que le fait de bien dormir, ça ne prévaut pas plus que d'avoir un travail de nuit ou de choses comme ça? Donc,
c'est des décisions à prendre. Moi, je ne vais pas les prendre à votre place. Mais en tout cas, c'est des réelles questions à se poser, en mon sens. Donc, ce qu'on va juste parler est… pas mal. On est bien au niveau du temps. On va parler en fait là de sommeil très rapide parce que je ne veux pas non plus surinonder et on a déjà eu pas mal de choses. Je referai une… hop, dis-moi Sarah, je viens de le voir. Ouais, je voulais juste te poser une dernière Vas-y. question. Ouais, vas-y. En fait, par rapport, on a beaucoup parlé du réveil. Ouais. Par rapport à l'endormissement, Ouais. moi, je suis un peu dans le cas de Céline. Je me Ouais. retrouve un peu dans son cas. Et en fait, je voulais savoir si ça avait, quand tu parles des 8 heures de besoins qui sont prouvés scientifiquement et tout ça, est-ce que c'est un besoin physique? Donc, je parle muscles et tout ça, de récupération Neurologique. vraiment, ou neuro? Neuro, donc physique. D'accord. Ça veut dire que, et ça, je te laisserai aussi regarder la visio d'hier sur la neuro appliquée au sport. Mais Ouais. le cerveau dirige ce qui se passe au niveau musculaire. Donc, ça veut dire que la D'accord. base, c'est un besoin neurologique, un besoin cérébral. Parce que le siège de l'apprentissage va se passer au niveau cérébral. Et c'est là que notre sommeil va être important pour l'apprentissage. Le siège de nos émotions va se passer au niveau cérébral. Donc, quelqu'un qui va avoir des tendances à peu dormir va venir activer des zones au niveau cérébral, et je ne veux pas vous perdre, qui vont être des zones qui seront plus sur de la colère, sur de la peur. D'accord ? Et ça, c'est prouvé. Si vous regardez quand vous dormez peu ou moins qu'habituellement, on est bien plus sujet à s'énerver rapidement. D'accord ? Non, mais là, je suis tendu, j'ai mal dormi. Eh oui, mais ça, ce n'est pas juste somatique, c'est vraiment neurologique. Ça veut dire que le fait de moins bien dormir fait qu'on active des zones cérébrales sur de l'énervement, sur de la colère qu'on ne devrait pas avoir si on avait ces 8 heures de sommeil. D'accord. Voilà. Ça répond un peu à ton interrogation ? Ouais, le sommeil, ça a toujours été un problème, mais c'est un problème de ma vie, je crois. Donc, Et je pense comme… que j'ai essayé de me documenter, j'ai essayé de faire plein de choses. D'ailleurs, pour Rachel et Alexandre, franchement, je les invite à faire ce que tu leur as dit de faire. Parce que moi, ça fait 2 ans que je le fais, de pas repousser. Et vraiment, ça a changé sur plein de choses. Donc déjà, c'était un premier geste qu'on m'avait dit de faire. Et je sais que ça marche et je sais que ça prouve les choses dans toute une journée entière après même. Ah, mais c'est certain. Donc voilà. Mais ça n'empêche pas le fait qu'au niveau endormissement, au niveau angoisse par rapport au sommeil, il y a plein de choses. Ça, par contre, j'ai toujours pas de réponse et j'arrive pas à savoir comment me documenter par rapport à ça, quoi. Tu vas voir qu'on va en trouver. On en parlera plus en détail si tu veux, nous, ensemble. Mais c'est certain que déjà, connaissant ton tempérament, connaissant le tempérament de Céline, je peux vous dire que je peux vous trouver pléthore de choses déjà pour que vous puissiez arriver à dormir et il n'y aura aucun problème. Et je le dis même en souriant, même si ça va vous faire chier parce que ne pas dormir, ça fait vraiment chier. D'accord ? Mais je peux vous assurer que déjà, juste ce que je connais de vous, je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire. Mais ça, on le traitera plus en individuel parce que voilà. D'accord ? Donc, juste, et tu vas voir, ça va répondre un peu aussi à tes interrogations, en tout cas, je l'espère. Moi aussi, j'ai ma petite balle. Donc, par rapport au sommeil, donc comme je vous l'ai dit, il y a un sommeil, ce qu'on appelle NREM, Non-Rapid Eye Movement, et un sommeil REM, Rapid Eye Movement. Donc, en gros, les scientifiques, ils le voient au niveau de ce qui se passe au niveau oculaire et au niveau des activations cérébrales. Donc, en fait, là, tout ce que je me documente, c'est des scientifiques qui font des IRM, d'accord, et qui, en gros, vont voir un peu les zones au niveau cérébral qui vont être activées et ainsi de suite. Donc, tout ça pour vous dire que je vais faire très simple. Le sommeil NREM, c'est un sommeil profond. C'est un sommeil qui va dégrossir ce qui s'est passé dans notre journée. Le sommeil REM,
c'est un sommeil plus subtil qui va venir un peu, qui va avoir un peu un acte un peu chirurgical, d'accord? Ça veut dire que ça va être plus très précis, d'accord? Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que au début de votre nuit, le sommeil NREM, il a une prédominance, d'accord? Ça veut dire que le sommeil NREM, il va être comme ça. Le sommeil REM, il va être comme ça. À la fin de notre nuit, donc proche de l'éveil, le sommeil NREM, il va être comme ça. Ça, c'est le volume, hein, la quantité. Le sommeil REM, il va être comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas de bonnes choses. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, quand ils traitent le sommeil, notamment par rapport à tout ce qui est médicamenteux, ils vont prendre des choses qui vont augmenter leur sommeil profond. Mais le problème, c'est que vous augmentez votre déséquilibre. D'accord? Donc, ce qui est important à prendre en considération, c'est qu'il va être aussi important d'avoir un sommeil NREM qu'un sommeil REM. Dans le sommeil NREM, il y a 3 phases. Je ne les discute pas là parce que c'est plus poussé, mais en tout cas, c'est ce qui est important. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez des tendances à être couche-tard, à vous coucher à 1h du mat et à vous lever à 9h du matin, vous pouvez vous dire, je dors bien, d'accord? Ça veut dire que j'ai besoin que d'un seul réveil. Je dors mes 8 heures, c'est toujours un peu le cas. Donc, on peut se dire, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais le problème, c'est que votre qualité de sommeil en termes de NREM versus REM, il ne va pas être équilibré. Ça veut dire que votre sommeil va avoir plus de prédominance à avoir un sommeil rapid eye movement. Ça veut dire un sommeil où on va faire un peu de la chirurgie au niveau cérébral. Donc là où ça va être important, c'est de reprendre le terme minuit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire minuit? Si vous le savez, levez-moi la main. Non? C'est le milieu de la nuit. Minuit, milieu de la nuit. Donc en fait, à minuit, ça devrait être le milieu de notre nuit. D'accord? J'aime bien aimer le petit sourire de Sarah. Donc, si vous faites tous le point sur ça, il n'y a aucune personne qui à minuit est au milieu de sa nuit. D'accord? Donc attention, c'est toujours pareil. Je ne dis pas qu'il faut que ça le soit et ainsi de suite. Mais on est trop dans le minuit, c'est le début de ma nuit. Et en gros, je décale après. Donc, ça veut dire que pour la plupart, on a déjà un déficit en sommeil profond, en sommeil NREM. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes. Qui veut dire déséquilibre sur ça? Veut dire que derrière, au niveau des connexions cérébrales, il faudrait que je rentre plus en détail par rapport à chaque personne sur le besoin, mais ça peut être un problème après, comme je le disais tout à l'heure, de prise de décision, un problème d'anxiété, un problème de colère qui se multiplie tout le temps et tout le temps. Donc, c'est important à prendre en considération. D'accord? Ce que je vais juste faire par rapport à ça, si, c'est ça. Je vais vous prendre en fait, pour vous expliquer un peu sommeil NREM et REM, un petit exemple. Ce n'est pas moi qui l'ai, hein, c'est sur mon bouquin que j'ai lu sur le sommeil, qui est très intéressant. En fait, notre sommeil NREM et REM, c'est comme si on sculptait si on faisait une sculpture avec l'argile. Le sommeil NREM, c'est en gros, j'ai mon tas d'argile, avant de le mettre sur ma petite machine pour tourner, je vais enlever des petits blocs, d'accord? Ça, c'est notre sommeil NREM. Ça veut dire que notre sommeil NREM, il va traiter des choses qu'on n'a plus besoin. Par exemple, vous avez peut-être croisé une voiture bleue dans votre quotidien. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de garder. Donc, ça veut dire que ce sommeil profond, il prend ces informations et il les jette parce qu'on n'en a plus besoin. Et ça, c'est un des besoins du sommeil. D'accord? Je vous les dirai, le pourquoi dormir. Dans le pourquoi dormir, on a pour oublier. D'accord? Pour oublier des choses qu'on n'a pas besoin. D'accord? Donc, le sommeil profond, c'est j'ai pris ma sculpture, j'ai enlevé un peu le tas de glaise que j'ai un peu trop. Le sommeil NREM, c'est celui qui va commencer à sculpter. D'accord? Je vais commencer à dessiner mon Hulk. D'accord? On reste dans le thème 100% CrossFit. Ensuite, ce qui va se passer, c'est plus on sculpte,
moins on a besoin du NREM. Parce qu'après, le tas de glaise qui est trop important, on n'en a plus. Donc, c'est tout à fait ce qui se passe dans notre nuit. Ça veut dire qu'au départ, on a besoin beaucoup de notre sommeil NREM. Et à la fin de la nuit, on a plus besoin d'actes chirurgicaux, d'actes très précis pour finir la sculpture. Donc, c'est pour ça que si vous regardez votre sculpture, en fait, vous avez besoin de tout. Vous avez besoin du NREM qui prend les gros tas et qui les enlève, et vous avez besoin de la sculpture finale. C'est pour ça que c'est super important d'avoir ces deux besoins en termes de sommeil. D'accord? Donc, ce que je vais juste faire, je vais vous prendre… Hop. Je t'ai coupé, je suis désolée. Non, mais tu as bien fait de le dire. Je pense, en fait, c'est que ça s'est coupé quand j'ai mis merde. Oui, on t'a suivi. Les images. Mais tant mieux, comme ça, au moins, les gens qui étaient là ont pu les suivre. Donc, on revient. Première chose à faire, organiser et programmer notre sommeil. D'accord? Notre cerveau, il a le besoin d'être calé. Ça veut dire que si un soir, vous vous couchez à 22, qu'un autre soir, vous vous couchez à minuit, qu'un autre soir, vous vous couchez à 23h, qu'un autre soir, vous vous couchez à 23h30, le cerveau, il ne comprend pas ce qui se passe. Comme il ne comprend pas pourquoi on se lève à 7h30, pourquoi le dimanche, on se lève à 12h, pourquoi on se relève à 8h, pourquoi on se lève à 9h. Donc, ce qui est le plus important, c'est toujours pareil. Je parle d'optimisation, d'accord? Tout le monde n'a pas la capacité parce que peut-être le samedi soir, on a des amis et on ne peut pas se coucher à 23h30 comme on le fait tout le temps. Mais il faut se noter que notre cerveau, il a le besoin d'être programmé, d'accord? De se dire, OK, ma montre ou j'ai mon portable qui bip, je sais que dans 20 minutes, en gros, je dois être dans mon lit ou je dois me programmer à aller dans mon lit. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Et après, comme pour le réveil, donc comme pour l'éveil, l'intérêt, c'est de ne plus avoir besoin de notre alarme et de se dire que c'est notre horloge interne qui parle d'elle-même et qui… Et ouais, c'est l'heure à laquelle je vais tout le temps me coucher. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Organiser et programmer notre coucher et notre réveil. Deuxième, attention à l'exercice physique. On en parlait tout à l'heure. Le sommeil, il faut que nos capacités cérébrales soient en baisse. Si dans votre manière de vous entraîner le soir, vous êtes dans un stimuli, dans un effort qui va amener de l'action au niveau du système nerveux, vous allez automatiquement pêcher au niveau du sommeil. Céline, ça, on en a déjà beaucoup parlé par rapport à ça. Donc, ça ne veut pas dire que le max effort n'est pas bon. Ça veut dire que si vous luttez, que vous êtes dans de la fuite, dans un max effort, que vous créez un stress mental, vous ne pourrez pas avoir un sommeil qui sera bon et qui sera réparateur. Et c'est pour ça que des personnes ont du mal à s'endormir. Le max effort, normalement, il doit avoir un côté de baisse de notre système nerveux. Ça veut dire que c'est une boucle. Ça veut dire qu'on crée tellement d'intensité que notre corps de lui-même, en ce qu'on appelle du release, donc en relâchement, va créer un effet de diminution du système nerveux. Et c'est pour ça que moi, je le vois, les personnes qui sortent d'un max effort et qui sont comme ça, là, ça, c'est des personnes qui ont très bien fait le max effort. Parce qu'ils ont créé au niveau du système nerveux une diminution du stimulus. Stimulus, un, stimuli, plusieurs. Du stimulus. Maintenant, des personnes qui, après un max effort, sont… Et je suis sûr que vous voyez des personnes comme ça. Rigole pas, ça, c'est des personnes qui ont augmenté leur système nerveux. Donc, c'est des personnes qui auront du mal à s'endormir. D'accord? Donc, ces personnes-là, avant de pouvoir maîtriser le max effort, c'est des personnes qui doivent aller dans du zen effort. Et c'est pour ça que de la respiration, de la méditation, c'est du zen effort. Et c'est pour ça que ça vient faire diminuer le système nerveux central
les systèmes nerveux périphériques et donc ça nous aide à nous endormir. C'est pour ça que de l'automassage par une petite balle piquante au niveau des pieds, au niveau des mains, c'est des choses qui vont faire diminuer nos capacités nerveuses, notre système nerveux. Je ne sais pas si certains connaissent le tapis de fleurs, mais le tapis de fleurs, c'est quelque chose qui est excellent aussi. D'accord? Le tapis de fleurs, 2 petites secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. D'accord? Donc ça, en fait, c'est un petit tapis où il y a des petits picots qui vont créer en gros des automassages. Donc surtout au niveau du dos parce qu'il y a énormément de connexions nerveuses, notamment au niveau du système périphérique. Et en réaction en chaîne, ça va venir nous stoner. D'accord? Ça veut dire que moi, quand des fois j'ai eu beaucoup de stress, je me fais du tapis de fleurs. Au bout de 20 minutes, j'étais comme ça, là, surtout moi, j'ai des gros yeux. Au bout de 20 minutes, je suis comme ça. Bah, ça veut vraiment dire qu'il y a eu un bon, en gros, un bon travail et un bon repos au niveau du système nerveux. La caféine. La caféine, à bannir. D'accord? On l'a dit tout à l'heure, je n'y reviens pas. En 4, l'alcool. D'accord? C'est un peu le même process. Ça diminue le sommeil. D'accord? Ça diminue le sommeil REM. Donc, automatiquement, ben, ça vient déséquilibrer au niveau de nos sommeils. D'accord? Donc là, il faut faire attention par rapport à ça si on veut un maintien équilibré au niveau du sommeil. Repas trop copieux, c'est le même principe que l'entraînement. Si votre repas il est trop copieux, ça veut dire que votre corps il va devoir créer des boosts très importants pour pouvoir digérer. Qui dit boost important dit action. Qui dit action ne dit pas sommeil. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, attention aux médicaments, notamment ceux qui prennent des médicaments qui peuvent avoir des petits pics au niveau des actions. D'accord? Donc ça, des fois, on s'en rend pas compte, mais quand on regarde la posologie, ben, on se rend compte que ce médicament, il a des effets un peu boostants. D'accord? Donc, il faut être très vigilant avec ça. Attention à la sieste après 15 heures. Donc, une sieste, c'est très bon, mais le problème, c'est que la faire après 15 heures, au niveau cérébral, ça va donner en gros en réaction le fait que notre corps va repartir dans une phase d'éveil importante. Ce qui peut faire que derrière, ben, on ait des difficultés, par exemple, à s'endormir ou à dormir de manière assez qualitative. C'est un peu ce que je disais par rapport à, en gros, un peu au repas et à l'entraînement. Attention de ne pas avoir de surcharge cérébrale. Ça veut dire que, et ça, moi, pourtant, mon sommeil est très bon, mais je le sais, c'est que quand des fois, je lis des livres qui sont par rapport à mon boulot, je sais que la nuit, je sens que mon sommeil, il n'est pas réparateur parce que là-haut, ça cogite. Parce que je me dis, ah oui, putain, ça, je pourrais le mettre ici, ça, je pourrais en faire ça, et là, je pourrais faire ça. Donc, si on a à faire des choses, essayez de faire des choses qui vont un peu à l'opposé de ce que vous faites dans votre quotidien, même au niveau professionnel ou personnel. Lire un livre, si c'est un livre qui vous fait réfléchir, ce n'est pas efficace. D'accord? C'est pour ça que moi, je conseille vraiment en termes de lecture de faire des choses qui vous sortent vraiment de votre quotidien. Le 9, c'est l'environnement. D'accord? Donc, l'environnement, bah, c'est ce que je disais, c'était avoir un environnement froid, avoir des personnes qui autour de vous respectent le fait que vous avez peut-être du mal à dormir ou le fait que vous voulez prendre des prédispositions à dormir. Ça, c'est un peu comme l'alimentation. D'accord? Je veux pas des querelles de couple ou de choses comme ça, mais quelqu'un qui a du mal à dormir, mais qui ne se fait pas respecter par l'autre personne ou qui l'autre ne comprend pas que ses faits et gestes vont avoir un rôle prédominant, ça, c'est juste abominable. D'accord? Ça veut dire que si moi, j'ai du mal à m'endormir, mais que derrière, mon partenaire ou ma copine met les spots au plus important, elle met de la musique, elle s'active
tout le soir en faisant du ménage, en faisant du machin, met la télé et en plus de ça, voilà, crée des repas qui peuvent être très riches en sucre. Donc, ça veut dire que le cerveau va s'activer parce que lui, il est vraiment actif quand on mange du sucre. Bah, en fait, derrière, on peut bien faire autant d'efforts qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà par rapport à ça. Le 10, c'est le soleil. Donc, ça veut dire que c'est tout un équilibre. Si vous voulez travailler du froid, il faut travailler du chaud. Si vous voulez du sommeil, il faut de l'éveil. Ça veut dire que si vous voulez être bien dans le noir, il faut être bien dans la lumière. Donc, il faut arriver à capter ces moments de soleil dans votre journée. D'accord ? Notamment quand il y en a, le soleil, ce n'est pas votre lumière, hein, c'est le vrai soleil, celui qui est à l'extérieur, et prendre des moments pour faire en sorte de pouvoir l'avoir. Parce que si vous avez du sommeil, ça veut dire que votre rythme circadien, il est équilibré. Donc, dans ce cas-là, dès qu'il n'y a plus de soleil, le rythme circadien va faire qu'il va y avoir cet état de sommeil. Donc, ça, c'est des choses aussi qui sont assez importantes. Et la dernière, faut faire attention à cet état de psychose avec le sommeil. Ça veut dire que, Céline et Sarah, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, mais après, en fait, on a même peur d'aller se coucher. Ça veut dire qu'on se dit, de toute façon, je sais qu'à 22h, si je vais me coucher, je n'y arriverai pas. Dans ce cas-là, il faut vraiment faire en sorte que quand on a, par exemple, qu'on se réveille la nuit et qu'on tourne pendant 20 minutes, 30 minutes, à un moment donné, il vaut peut-être mieux se lever, se mettre dans un canapé, se mettre sur une chaise, prendre du temps, du calme, essayer de faire redescendre cette pression, se rendre compte que ce n'est pas nous qui avons un problème, c'est juste qu'il y a des choses au niveau cérébral qui ne se sont pas faites pour qu'il y ait un réel état de sommeil. Donc, c'est là où c'est important de ne pas rester à cogiter 2 heures dans le lit parce qu'on entretient cet état de psychose et c'est ce qui fait que derrière, on ne pourra pas bien dormir. D'accord ? Par rapport à cet état de psychose, et ça sera la dernière chose que je vous dirai par rapport à cette visio aujourd'hui, mais la respiration est très, très liée avec notre système parasympathique qui est celui du calme, qui est celui du sommeil, de la relaxation. Donc, il faut vraiment que vous arriviez avant d'aller vous coucher, pour les personnes qui ont du mal à s'endormir, à faire en sorte de pouvoir faire des cycles respiratoires. J'en ai déjà parlé dans les dernières visioconférences, notamment sur celle de la thérapie par le froid, et de prendre votre chronomètre et de voir combien de respirations vous faites en 1 minute. Respiration, c'est inspiration, expiration. D'accord ? Il faut vous poser la question où vous en êtes. Si vous êtes à plus de 10 cycles respiratoires dans la minute, ça veut dire que déjà, dans votre manière de respirer, vous êtes dans un état de stress, vous êtes dans un état qui ne crée pas un environnement favorable à la relaxation et au calme. Donc, c'est là où ça devient important. Moi, c'est mon cycle avant d'aller me coucher. Je lis et je me fais 5 minutes de ce qu'on appelle de cohérence cardiaque. Ça veut dire que c'est 5 minutes. On essaie de tenir 5 secondes d'inspiration, 1 seconde de blocage, 5 secondes d'expiration, 1 seconde de blocage. Quand je dis on essaie, c'est on essaie. Si vous faites, ça ne marchera pas parce que vous créez encore une fois du stress. Il faut que ça soit vraiment au fur et à mesure. C'est pour ça qu'après, il y a des choses qui sont bien faites, des applications où au départ, c'est 3 secondes, 3 secondes. Si on se sent bien, on peut passer à 4, 4, 5, 5. Le petit état on va dire, de blocage respiratoire est intéressant parce que c'est à ce moment-là que notre corps a la capacité de synchroniser ce qui se passe dans notre organisme. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Mais en tout cas, je connais très peu de personnes qui se concentrent uniquement sur leur respiration, qui font moins de 10 cycles respiratoires à la minute et qui n'arrivent pas à se calmer. Il y a très, très peu de personnes sur ça. Donc après, voilà, il y a encore beaucoup de choses à pouvoir traiter, mais
Mais en tout cas, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Je fais un petit tour de table pour voir si vous avez des questions par rapport à ça. Et ensuite, je vous laisse tranquille. Rachel, j'arrive pas à t'activer. Ah, bah, tu n'as peut-être rien à me dire. Hop. Ouais. Non, pas de questions, mais j'ai hâte qu'Alain il écoute parce qu'effectivement, je fais partie des gens où ils laissent la lumière allumée, on dort les fenêtres, les volets ouverts, etc. Et moi, j'ai l'impression de bien dormir, mais pas suffisamment. Je dormirais mieux, effectivement, si j'étais dans le noir. Parce que moi, j'aime aussi le noir complet. C'est certain. Mais, et puis le frais, là, depuis ça a déjà changé beaucoup de choses. C'est super, ça. Parfait. Merci, Rachel. C'est moi qui te remercie. Ouais. Merci. Alex? Pas de questions, beaucoup de choses à mettre en place et certaines à réexpérimenter, comme la lecture et les cycles respiratoires. Pendant quelques mois, j'avais fait de lecture plus 5-10 minutes de méditation, ce qui m'avait aidé. J'ai un peu perdu ce rythme, donc je pense. Mais ça, c'est un problème en fait, c'est que dès que ça va mieux, on a l'impression qu'il faut s'arrêter. C'est ça, ou un jour pas fait comme un autre, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps de le faire. Et du coup, en fait, si on ne devient plus un automatisme, on oublie de le faire et donc on repart dans les spirales un peu négatives liées à ce sommeil, à cette qualité de sommeil. Cool. Voilà. Intéressant, merci. Babette, Ricky? Eh bien oui, on va essayer de mettre… Alors nous, déjà, on dort dans le frais. Hein. On dort toute l'année dans la chambre non chauffée, fenêtre ouverte. Cool. Donc ça, c'est clair. Voilà, moi, j'ai encore des petits soucis, peut-être d'endormissement, mais bon, ça se règle. Ouais. Mais en tout cas, merci, c'était très intéressant. Eh bien, avec grand plaisir, si ça vous a aidé. Merci bien. Merci à vous. Céline? Je ne veux pas les mettre plus en avant que les autres, mais vraiment, ils sont là à chaque visio, donc merci à vous. Presque. Parce qu'on n'était pas là hier. Ah oui, hier pour le neuro. En tout cas, ouais, non, c'est top. Merci pour tout ce que tu as dit. Ça nous donne des pistes, surtout pour Céline qui a un peu plus de mal avec le sommeil. Donc voilà. Cool, mais c'est bien. Et en plus, là où je suis assez serein sur ça, c'est que doit respecter vraiment le fait pour que tu dormes bien. Donc ça, c'est vraiment top. Ouais, ça c'est sûr. Comme on le disait Rachel là tout à l'heure, c'est que quand notre compatriote à côté de nous fait l'inverse, c'est vraiment pas facile. Alors qu'on peut être plein de bonne volonté. Je veux dire, si tu as envie de manger des légumes et que derrière la personne à côté de toi, elle bouffe des sucrés et des machins, c'est plus difficile. Cool, parfait. Sarah? Oui, désolée, j'étais partie en cuisine, du coup, j'avais mis juste le son. Sinon, vous alliez avoir tout le… Il n'y a pas de problème avec les topas. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu nous as enseigné. Après, je pense que vraiment, le sommeil, ça fait partie un peu comme le froid. Je pense que limite, une formation serait intéressante tellement qu'il y a à développer. Ouais. En tout cas, pour une première, moi, j'ai adoré. Après, il y a des choses à mettre en place. Après, je pense que il y a des choses comme Kevin ou même comme la formation d'hier, je pense, va nous apporter. C'est plus sur le neuro parce que ça, c'est des choses qui sont vraiment très complexes et qu'on nous enseigne pas, hein, tout simplement, que c'est pas dans la logique des choses et pas dans la médecine traditionnelle. Donc voilà. Mais en tout cas, les petites pistes sont déjà super intéressantes et puis de voir qu'il y a des profils différents et même idem aux nôtres, c'est intéressant aussi. Donc voilà. En tout cas, merci du temps que tu as. Ouais, mais en tout cas, merci pour le temps que tu as consacré à ça et franchement, ça fait du bien d'avoir certaines réponses. Donc c'est cool. Bah, tant mieux. Et là, je peux vous dire même un peu en avant-première, même si je suis en train tout juste de le tester, mais je peux vous dire que c'est Léandra qui, vous allez vous dire, mais c'est un de ces malades, le mec. Je dors en me cachant la bouche parce que je veux respirer que par le nez. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai ma montre qui me donne assez précisément. Et en plus, sur ma montre, ils arrivent à voir un peu les différents stades de sommeil. Et en fait, depuis que je fais ça, donc en fait, je mets un cache-bouche
qui me sert vraiment pour que je respire plus par le nez. Déjà, premièrement, ça, ce n'est pas moi qui le vois, mais c'est Léandra qui me dit je respire bien moins fort. Mes cycles respiratoires sont calmés, c'est-à-dire que j'ai bien moins d'oscillations. Mon sommeil est bien plus réparateur, c'est-à-dire que je me réveille bien plus de moi-même que par rapport à un réveil, par rapport au fait que quand je respire avec la bouche, c'est mon réveil qui me réveille du coup. Et la dernière chose, c'est ma fréquence cardiaque. Ma fréquence cardiaque, depuis que je le fais par le nez, je suis arrivé à descendre à 41 pulsations minutes durant la nuit. Quand je fais par la bouche, je descends jamais au-dessous de 49. Donc, ce qui montre aussi les oscillations de respiration. Donc, c'est assez, pour l'instant, c'est assez nouveau. J'avais vu pas mal de choses par rapport à ça. C'est pour ça que moi, je voulais le tester. Après, voilà, je vous en discute parce qu'on travaille sur ça et parce que c'est toujours intéressant de vous dire un peu là où j'en suis. Mais en tout cas, c'est des pistes à explorer. Et j'ai vraiment essayé un jour où en gros, un jour, je prenais pas mon cache-bouche. Un autre jour, je le prenais. Un autre jour, je le prenais pas. Et vraiment, je voyais la différence. C'est assez fou par rapport à ça. Donc, voilà. Plein de pistes à exploiter et je peux vous assurer que vous ne serez pas seul. Je suis toujours bien là et je ne compte pas vous lâcher. Passez une très bonne soirée. Merci à vous encore une fois. Bon appétit et bon sommeil. Ciao tout le monde.